Nous parlons sécurité dans l'édito de ce jour. Les chefs d'État du G5 Sahel ont tenu hier à Niamey un sommet extraordinaire. Cette rencontre a servi de cadre pour réaffirmer leur détermination à consentir plus d'efforts dans la mobilisation des ressources internes pour lutter contre le terrorisme. Une rencontre qui a été sanctionnée par la prise de plusieurs décisions. Le communiqué final se chiffre en 24 points. Ismaël Ouedraogo est sur ce plateau pour en parler. Bonjour. Vanessa Diasso, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Alors, le sommet de Niamey, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ? D'abord, la symbolique de cette rencontre qui s'est tenue à Niamey au Niger aura été surtout le fait que les chefs d'État de ce cadre de concertation qu'on appelle le G5 Sahel se sont retrouvés donc sur les tombes des soldats tombés au niveau de la zone avancée de Inades au Niger. On se rappelle que la semaine dernière, on a déploré la mort de 71 soldats nigériens dans cette partie sensible. Au-delà de cela, on n'aura pas eu grand-chose par rapport donc à la discussion qui a été menée au niveau des chefs d'État, parce que cette rencontre était censée préparer le sommet de Pau en principe qui est prévu pour le début de l'année 2020, sur l'invitation du président français Emmanuel Macron, pour voir naturellement la position claire et nette des uns et des autres, parce qu'on a parlé de clarification, on a parlé de formalisation de l'apport de la France donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou encore l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la rencontre de Niamey aura permis une fois de plus à des chefs d'État de se rencontrer, 5 au total, de se dire nous avons des problèmes, mais il faut impérativement que la communauté dite internationale intervienne, que la communauté internationale agisse, que la communauté internationale essaie d'apporter sa contribution à ce qu'on puisse effectivement lutter contre le banditisme dans cette partie sensible, la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger. Alors on sort un peu dessus quand même de la discussion de Niamey parce que la montagne aura accouché d'une souris. 24 points, c'est énorme, vous l'avez si bien dit à l'introduction, mais de par les 24 points, on ne retiendra pas essentiellement le fait que nos chefs d'État ont décidé à l'unanimité de prendre leurs responsabilités sur la question de la sécurisation de cette partie au cœur de ce terrorisme ambiant depuis pratiquement plus de 4 ans. On est encore resté dans la langue de bois, on est resté encore dans les termes diplomatiques, on est resté encore une fois de plus à la solidarité, à l'appel à l'aide internationale, alors qu'au niveau des populations locales, que ce soit au Burkina, Mali, Niger, Mauritanie, Tchad, les populations disent on en a assez et on veut naturellement que nos armées prennent leurs responsabilités, que nous assumons pleinement et en toute entièreté notre souveraineté que nous avons naturellement fêtée à plusieurs reprises. Par exemple, vous avez vu au Burkina Faso le 11 décembre, au Niger il y a également une fête nationale, c'est la même chose au Mali, en Mauritanie ou encore au Tchad. Une fois de plus, la rencontre de Niamey aura été un cadre de validation du mandat du G5 Sahel, des cas de confirmation du G5 Sahel, et ceux qui pensaient ou espéraient que le G5 Sahel aurait pu disparaître à partir de Niamey se sont trompés d'analyse ou encore d'objectifs, parce que nos chefs d'État sont encore d'accord avec cette initiative du G5 Sahel. Nous, on s'attendait surtout à ce que la rencontre de Niamey soit ce cadre qui allait dire nous souhaitons qu'on élargisse la rencontre à la CEDEAO, parce qu'il y a quand même le débat qui se mène à Ouagadougou en septembre dernier. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés dans la capitale burkinabé pour parler de terrorisme. On a même un plan qui a été étalé sur pratiquement 5 ans avec un financement conséquent. Le G5 Sahel en principe commençait à disparaître à notre humble avis. Malheureusement, à la rencontre de Niamey, on nous a fait comprendre que ceux qui rêvent, ceux qui souhaitent voir le G5 Sahel disparaître auront encore du chemin, parce que pour le moment, ce n'est pas à l'ordre des discussions. Les chefs d'État vont aller certainement rencontrer leur homologue français Emmanuel Macron, discuter avec lui et lui demander, sans doute tel que ça se présente aujourd'hui, d'être le plaidoyer ou le porte-parole officiel des pays du Sahel auprès de la communauté internationale pour un financement conséquent. Alors, une chose est claire, une chose est certaine, le Burkina ne quittera pas le G5 Sahel de sitôt et tel que ça se présente. Et du reste, même le Burkina a suivi la présidence tournante de cette organisation. Et la rencontre de Niamey aura été tout simplement une rencontre de validation de ce qu'on pensait déjà. On sort donc déçu après ce sommet.
Oui, naturellement, parce que ce sommet n'aura pas été le cadre véritable de prise de responsabilité de la part des différents États. Vous savez, on vous parle de la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Le Mali a perdu en moins de 6 mois près de 90 soldats dans cette localité. Le Burkina en a perdu il n'y a pas très longtemps. Le Mali en a perdu, le Niger en a perdu. Et c'est toujours cette même zone-là. Mais même ceux qui ne sont pas des spécialistes des questions militaires, qui ne sont pas des experts spécifiques dans les questions militaires vous disent, supposons qu'on soit dans un scénario où on vous dit, le Burkina mobilise pourquoi pas 5000 soldats avec vraiment des armements et tout ce qu'il y a comme renseignement, commence une offensive pour protéger sa frontière, que le Niger fasse autant, que le Mali fasse autant. C'est comme si on était en train d'isoler, prendre en étau ces bandits armés, parce qu'on parle d'une zone frontalière qui sépare les 3 pays. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Au niveau de la communauté internationale, on fait croire que le Sahel n'est qu'au début du bourbier dans lequel il se trouve, parce que quand vous discutez au niveau international avec les uns et les autres, les informations qui leur parviennent, le Sahel est en dérive aujourd'hui, le Sahel va disparaître à la limite, il faut impérativement que la communauté internationale intervienne. Les uns et les autres ne comprennent pas qu'il y a près de 4500 soldats français dans cette localité, en fait avec Barkhane et encore la MINUSMA qui est là, et toutes ces forces-là sont là, et on est incapable de sécuriser les frontières, on va tuer des populations au quotidien, et les chefs d'État se réunissent toujours pour dire nous voulons que la communauté internationale intervienne. Il faut impérativement qu'on assume notre souveraineté. Et s'il y avait des offensives concertées entre le Burkina et le Mali dans le cadre de la protection des frontières, on espérait qu'on aurait pu régler cette question-là sans même informer la France, parce que la France protège ses intérêts. Aujourd'hui, il y a des grèves à n'en pas fini là-bas. Le président Emmanuel Macron est plus préoccupé par la stabilité de son pays, avec notamment le Front social qui est en agitation depuis quelques jours. Mais ne lui demandez pas de venir s'occuper de la sécurité des Sahéliens. Les présidents sahéliens qui ont été votés, c'est à eux que revient la responsabilité de travailler et de trouver les meilleures méthodes et finalement mettre hors d'état de nuit ces bandits armés, ces narcotrafiquants, ces personnes de mauvaise foi qui endeuillent les populations au quotidien. Alors la rencontre de Niamey devait statuer sur la position que les chefs d'État devaient tenir à Pau. Jusqu'à présent, la position elle est connue. Toujours... Non, mais elle n'est plus floue cette position. Les chefs d'État iront à Pau. Certainement, personne n'a dit publiquement je n'irai pas à Pau. Personne n'a dit nous ne sommes pas d'accord avec la manière de faire. C'est vrai que le président Roch Kabore a dit que la forme et la manière donc d'inviter n'ont pas posé problème. Ça, c'est déjà quand même assez courageux de sa part de l'avoir dit, mais ce n'est pas suffisant. Alors, Emmanuel Macron est un chef d'État d'un pays qui a plus de 4000 km de cette zone qui est en proie au terrorisme aujourd'hui. Si on demandait expressément à Emmanuel Macron de délocaliser la rencontre, au lieu que ce soit à Pau, parce que Pau est symbolique pour le président français. Il y a eu donc des soldats qui ont été tués lors de la mort des 13 soldats français, qui appartiennent donc à ces divisions militaires de la ville de Pau. Donc il est important pour Emmanuel Macron de parler à l'opinion française, de communiquer. C'est une communication politique de la part de Emmanuel Macron en invitant les chefs d'État à venir à Pau. C'est la symbolique que lui cherche. Il veut montrer à ses dirigeants à sa population que vous qui m'avez voté comme président français, j'ai la possibilité de faire venir ces gens-là pour qui vos soldats, vos enfants sont tombés, pour leur dire il faut impérativement qu'ils soient les fervents défenseurs de la France. Donc pour lui, c'est du marketing politique qu'il veut réussir à travers la conférence de Pau sur l'avenir du G5 Sahel, sur l'avenir de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais nos chefs d'État auraient pu également à leur manière demander à leurs homologues français, écoutez, nous sommes 4 chefs d'État, nous sommes 4 pays, si on réunit les 4 pays aujourd'hui, ces 4 pays dépassent la France en termes de superficie et la France elle seule ne peut pas s'asseoir chez elle, nous dit de venir. Maintenant, on vous dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit et nos chefs d'État sont dans cette position de faiblesse aujourd'hui parce qu'ils passent tout le temps à dire sans la France, nous ne sommes pas grand-chose, sans la France, nous n'allons pas lutter contre le terrorisme. Alors que tous les experts vous disent, même des experts de ces mêmes pays-là, quand ils viennent voir nos chefs d'État, à la sortie des audiences, les mêmes mots reviennent, les mêmes arguments sont avancés. Il faut impérativement que vos soldats assument. La lutte contre le terrorisme, c'est d'abord un problème endogène, quitte à ce qu'on puisse aider nos pays à travers la formation militaire, à travers l'équipement. Mais on nous fait croire aujourd'hui que même si nos soldats avaient plus de formation, avaient plus d'équipement, on ne pourrait pas lutter contre le terrorisme. Ça veut dire qu'on est en train de nous infantiliser et de nous faire croire tout simplement que sans l'aide internationale, le Burkina, le Mali et le Niger ne parviendront jamais
à mettre hors d'état de nuit ces personnes-là qui sont en train de troubler le sommeil des populations. Alors Ismaël Ouedraogo, un point très important, le président nigérien qui a réaffirmé que les assaillants utilisent du matériel très sophistiqué, ce qui pose problème pour que les forces armées nationales puissent riposter. Aucune milice armée, aucun groupe de terroristes ne peut être suffisamment plus fort qu'un État. C'est pas possible. Alors c'est vrai, on n'a pas affaire forcément à une guerre de front. Nos militaires ont été formés à cela. On a affaire plutôt à une guérilla urbaine. Des gens qui rentrent dans des villages avec des motos, qui connaissent bien les pistes, qui rentrent, qui tuent des populations locales qui s'évaporent dans la nature. Alors la question même, c'est de savoir comment ces personnes-là arrivent à connaître les villages autant pour pouvoir s'éclipser après avoir commis leur forfait. C'est la preuve palpable que la population elle-même locale, elle est souvent infiltrée par ces personnes. Il y a des populations locales qui contribuent à l'assassinat d'autres citoyens au niveau local. Il y a la question de la paupérisation des populations. Il y a la question également de l'abandon ou encore de l'absence de l'État à un moment donné dans certaines zones qui a permis naturellement que ces personnes, ces obscurantistes-là viennent s'installer. On arrive aujourd'hui à les corrompre avec de l'argent, il y a du vol de bétail. Et puis, il ne faut pas non plus penser que tout ce qui se passe dans cette zone des frontières-là est lié au terrorisme. Ce n'est pas vrai. Il y a un grand banditisme de type nouveau avec le vol de bétail, l'assassinat économique de certains opérateurs qui avaient un peu de moyens, des règlements de comptes à n'en pas fini. Si vous mettez tout cela dans le même panier, on n'est pas forcément dans la dynamique du terrorisme pour le terrorisme. Alors ce que vous venez de dire tout à l'heure, aucun président, que ce soit au Burkina, Mali, Niger, Tchad ou encore Mauritanie, pour ne rester que dans le cadre du G5 Sahel, aucun président ne nous a jamais dit publiquement les armes qui ont été récupérées dans les mains de ces personnes-là viennent de tel ou tel pays. Il va falloir commencer à identifier la provenance de ces armes, chercher à comprendre qui finance ces mouvements-là, d'où ces mouvements tirent ces armes-là pour pouvoir faire encore autant de victimes. Parce que là aussi, c'est une question importante. Au lieu de penser que finalement, les opinions qui ne veulent pas de la présence étrangère travaillent pour les terroristes. Non, il faut savoir impérativement que nous sommes indépendants et tout ce que les populations souhaitent et attendent des dirigeants, que nous assumons notre indépendance comme nous le faisons à travers les fêtes nationales qui sont organisées de façon continue. La menace est commune, les présidents africains l'ont réaffirmé, la communauté internationale même le reconnaît. Comment expliquer donc ce jeu de l'autruche? Le jeu va continuer tant que nos dirigeants ne vont pas s'assumer. Il faut qu'on se dise, il y a des moments où les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Le Burkina arrive à équiper ses soldats, le Burkina doit continuer à renforcer ses formations militaires, à renforcer ses équipements, à renforcer également la rémunération des primes qui sont versées aux soldats. Et vous allez voir que nous allons faire ce que nous pouvons faire de mieux. Tout le combat que le peuple burkinabé doit mener aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la situation, qu'on n'ait pas une force onusienne sur notre sol. Ça, il faut que ce soit le combat permanent qui doit être mené par tous les citoyens sans exception, quel que soit le degré de violence dans lequel nous serons. Nous ne voulons pas de forces onusiennes sur notre sol, parce que quand l'ONU arrive dans un pays, vous ne sortez plus jamais de l'insécurité. Merci Ismaël Ouedraogo. C'est tout pour l'édito de ce jour. Merci pour votre attention.